à toutes et à tous. Libreville abritera la première session de la Commission nationale de la décentralisation du 17 au 18 juin. Elle a pour objectif d'examiner et de valider les mesures de transfert de compétences proposées par le comité technique, d'adopter le plan national des transferts des compétences de l'État vers les collectivités locales. Peut-on lire dans le communiqué final du Conseil des ministres du mercredi 4 juin 2025. Décentralisation, un pas de plus, c'est le thème de ce plateau spécial qui est consacré. Et je suis en compagnie de M. Nestor Obiang. Il est consultant, analyste politique, ancien agent à l'Hôtel de Ville durant de nombreuses années. Et à ses côtés, M. Félicien Evung, également analyste politique. Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. C'est nous qui le souhaitons, merci. Alors, d'entrée de jeu, c'est la première fois que les membres de la Commission nationale de la décentralisation, présidée par le chef du gouvernement, donc Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, vont se réunir pour valider le transfert de certaines compétences de l'administration centrale vers les exécutifs locaux. Monsieur Nestor Obiang, est-ce que l'État s'ampute de certains pouvoirs ? Bon, il faut d'abord dire que cette décision intervient au lendemain de la volonté affichée par le chef de l'État de donner une part importante à la décentralisation et aux collectivités locales dans son projet de société décliné lors de sa campagne. Les mesures prises par le gouvernement procèdent donc de cette démarche-là. Maintenant, le véritable problème, c'est que la Commission nationale en charge de la décentralisation, en faisant chapeauter la réunion du 17 par le président de la République, veut certainement se rapprocher d'une décision qui avait été prise antérieurement, à savoir donner un tiers du budget de l'État aux collectivités locales. Je crois que c'est le budget 2025. Est-ce que ce tiers a été exécuté? Est-ce qu'il a été réparti entre les différentes collectivités? Je n'en sais rien. Seul le ministre des Finances peut nous donner une réponse à ce jour. Monsieur Obiang, pour y arriver, pour pouvoir exécuter ce budget, il faudrait également que les organes, justement, de la décentralisation ou que la décentralisation elle-même soit bel et bien effective. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord la mise en place de certains instruments administratifs avant de pouvoir exécuter les budgets? La décentralisation, voyez-vous, c'est 3 étapes essentielles. Il y a une étape sur le pilier juridique, c'est-à-dire les textes. Il y a une étape institutionnelle. Et il y a une étape technique. La commission est une étape technique. Elle devait servir d'appui technique aux collectivités. Malheureusement, cela ne s'est pas fait pendant de longues années parce que la commission devait être placée sous la tutelle du ministère en charge de la décentralisation. Or, le ministère en charge de la décentralisation a connu des hauts et des bas, ce qui fait que, normalement, le secrétaire de la Commission nationale aurait pu s'adresser à un organe législatif qui est le Sénat, qui représente les collectivités locales. Ça lui aurait permis d'avoir là un support dans la chambre du Parlement pour pouvoir faire passer un certain nombre de mesures qu'il voulait voir passer à l'occasion de cette réunion qu'ils vont faire. Mais ce n'est pas mauvais non plus qu'ils aient pris le chef de l'État lui-même, qui devient en réalité le chef du gouvernement, pour lui dire voilà le problème comme il se pose, voilà notre position. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez accepter de chapeauter cela pour que nous puissions avancer, puisque vous y marquez un intérêt tout particulier? Tout particulier. Monsieur Félicien Evung, Monsieur Nestor Obiang le dit, cette avancée, semble-t-il, somme toute sensible, procède de la volonté du président de la République d'accorder une place de choix à la décentralisation. De votre point de vue, est-ce un courage adopté aujourd'hui par les autorités pour justement enfin céder une partie du pouvoir central aux collectivités locales? Non, l'idée y est. Non, il ne faut pas que nous fassions une incantation sur ce plateau. Non, l'idée, elle est soumise. Maintenant, il faut construire cette idée, il faut l'harmoniser. Mon voisin de droite indiquait que la Commission a un rôle. Et aujourd'hui, le constat que l'on peut faire en faisant une analyse froide, c'est que on veut amener le président de la République nouvellement élu de manière démocratique à pouvoir décider tout seul. Ça veut dire à pouvoir imposer la marche de l'État. Or, un président ne décide pas tout seul. À partir du moment, lorsqu'on regarde les différentes modifications, ça veut dire qu'il pourra me reprendre,
lorsqu'on regarde la loi portant disposition commune à toutes les élections de 1996. Mais elle a connu des modifications tangibles jusqu'en 2018. Et là où c'est toujours les décrets et les ordonnances qui ont toujours prévalu comme mode de prise de décision. De prise de décision et de pouvoir organiser. Or, il le disait tout à l'heure que on est arrivé à un moment donné où on avait mis un ministère en charge de la décentralisation en se disant que le ministère de l'Intérieur était trop occupé. Or, ils nous reviennent aujourd'hui, comme ça se passe en France et dans tous les pays, que c'est le ministère de l'Intérieur qui a la charge des collectivités locales. Il a bien fait de mentionner qu'il y a un Sénat qui représente les collectivités locales dont la création elle est faite. Je pense qu'il faut quand même qu'on accepte l'idée que cette transition est en train progressivement d'être remplacée par les institutions régulières de la République. Mais pour rester dans notre sujet lié à la décentralisation, Monsieur Nestor Obiang, la décentralisation a connu, vous l'avez relevé, quelques difficultés pour être mise en œuvre. Mais encore est-il que la session qui va être tenue, les travaux de la Commission nationale, vont tenir compte de certaines propositions qui ont été faites par le comité technique, à savoir quelques compétences qui ont été identifiées, qui doivent être transférées donc de l'État central aux collectivités locales. Aujourd'hui, quelles sont à peu près les compétences qui peuvent être prioritaires et qui devraient être transférées aux collectivités locales? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même réajuster quelque chose. Monsieur, vous parle du contexte électoral. N'est-ce pas? Je crois que nous voulons avoir un nouveau découpage électoral. Nous sommes en train de définir le nombre de membres pour le Parlement. Nous allons vers les élections. Ces élections vont déterminer qui sera élu, qui ne sera pas élu. Tout à fait. La deuxième chose, c'est qu'en période d'intercession parlementaire, le président agit par légifère par ordonnance, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, revenant à votre question, le problème qui se pose, il est tout simple. Les compétences qui sont transférées sont des compétences de transversalité entre l'État et les collectivités locales. Je m'explique. Vous savez que les collectivités locales étant des portions du territoire national gérées et administrées par des conseils élus, fait qu'ils ont une personnalité juridique différente de celle de l'État. À la limite, aux extrêmes, ils peuvent même rester contre l'État lorsqu'il y a un conflit de compétences. Bien. À partir de ce moment, ce qu'on demande aux collectivités locales pour s'arriver au plan de développement national, c'est d'avoir des plans de développement locaux. Et dans ces plans de développement locaux, on regarde quelles sont les priorités, pour les quels sont les domaines qu'on devrait transférer aux collectivités locales. Prenons un cas. Les collectivités locales ont des compétences en matière d'urbanisme. Mais nous avons au sommet un ministère dans la République en charge de l'urbanisme. Ces compétences doivent être partagées parce que c'est transversal. Partagées entre le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'urbanisme et les collectivités locales qui, rappelons-le, sont régies par une loi organique. Ça veut dire largement au-dessus d'un décret. Donc, le ministère fonctionne sur la base du décret parce qu'il a le pouvoir réglementaire. Mais les collectivités locales sont gérées par une loi organique. Et cette loi organique, sur le plan du contentieux, ne peut être interprétée que par la Cour constitutionnelle. Et c'est l'écueil que le gouvernement et les démembrements de l'État ont voulu éviter en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de confusion entre la déconcentration administrative et la décentralisation qui concerne, elle, uniquement les collectivités territoriales, qu'elles soient les départements, qu'elles soient les communes. Maintenant, l'autre problème technique auquel il va falloir s'attaquer, c'est la répartition financière des moyens. Puisque l'État... Avant d'arriver à la répartition financière des moyens, Monsieur Nestor Obiang, de votre point de vue, quelles sont
vous avez parlé des compétences transversales. Vous avez pris l'exemple de l'urbanisme. Il y a les routes. Voilà, les routes. Il y a les écoles. Mais encore. Il y a les hôpitaux. Et par exemple, pour l'urbanisme, pour arriver à confier la compétence en matière d'urbanisme à un exécutif local, est-ce qu'aujourd'hui, nos conseils locaux sont dotés de tous les éléments nécessaires, et notamment en parlant de ressources humaines? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème sur le plan technique. La loi a expressément prévu que lorsque les collectivités locales veulent mener des actions ou des projets sur des pans de responsabilité qui relèvent en premier de l'État, ils doivent agir en concertation avec les services de l'État. Ça veut dire qu'à Libreville aujourd'hui, normalement, ce n'est pas l'État qui devrait dessiner le plan de la ville, c'est la mairie. La mairie qui doit dessiner le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Une fois ce schéma directeur est fait, avec des projections sur 20, 30, 40 ans, c'est-à-dire à peu près quelle sera la ville demain, combien d'habitants à peu près, ainsi de suite. Vous voyez, ça a un effet d'entraînement. Par exemple, en matière d'adduction d'eau et d'électricité. Il faut bien qu'on prévoie que si la ville s'étend et elle continue à s'étendre, la population devient de plus en plus nombreuse. Donc la demande en eau et en électricité sera plus forte. Il faut le prévoir. Il faut le prévoir. Et là, c'est le cas où nous sommes, par exemple, à Libreville. Libreville, c'est non, mais dans toutes les autres collectivités, c'est la même Quand on est démarche. quand même dans des communes où nous sommes éloignés, là également, vous le dites, c'est le même modèle, à savoir que les collectivités locales travaillent en concertation avec les services déconcentrés de l'État. Oui, monsieur Félicien, vous voulez réagir? Non, c'était pour... vous venez de le dire vers la fin. Non, c'était pour dire qu'en réalité, ici, il y a transfert. Ça ne veut pas dire que les collectivités locales sont pourvues en personnel, sont pourvues en services. Non, c'est les mêmes services de l'État que l'État dit seulement que l'État, à travers... transféré aux collectivités locales avec les personnels qui étaient au niveau de l'État. Les personnels, un transfert, c'était un transfert. Donc ils seront placés sous la responsabilité des maires. Ça veut dire qu'ils vont toujours être continués, celui qui est fonctionnaire est détaché, il est payé, il est toujours fonctionnaire payé par l'État, mais il va exécuter une tâche auprès des collectivités locales dans son domaine de compétences. Parce que les collectivités locales ne pouvaient pas supporter le poids d'embaucher des personnels. Lorsqu'on parle de transfert de compétences, on parle également de transfert de moyens pour pouvoir assumer ces compétences. À partir de cet instant, les collectivités locales ne pourront pas toujours supporter, par exemple, les salaires de certains fonctionnaires locaux, par exemple à la mairie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, nous avons eu des problèmes. Normalement, lorsqu'un fonctionnaire, n'est-ce pas, est placé en position de détachement auprès d'une collectivité locale, la collectivité locale prend en charge son salaire. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué ces 20 dernières années? La plupart des fonctionnaires en détachement auprès des collectivités locales étaient en même temps salariés de l'État, salariés des collectivités locales. Ça posait un problème parce que justement, en matière de loi financière dans notre pays, on ne peut pas être, n'est-ce pas, rémunéré à la fonction publique centrale et rémunéré par les collectivités locales. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil est que la plupart des gens qui sont détachés auprès des collectivités le sont par affinité. Ces affinités, c'est quoi? L'affinité avec le maire, avec ses adjoints, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas forcément les personnes idoines pour venir exécuter des missions précises. Oui, mais justement, sur l'écueil Je voulais terminer en disant qu'au niveau de la mairie de Libreville, je me rappelle que nous avons fait un effort pour la formation. À l'ENA, à l'EPCA, à l'école du CADAS, à l'Institut de gestion, et j'en passe. Parce que nous voulions qu'au bout des mandats, nous ayons quand même du personnel bien formé pour pouvoir maintenant mettre en application ce qu'on appelle les études générales en termes d'études sur la ville et d'urbanisme, planification urbaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Monsieur, et lorsque nous entrons en concertation avec les services de l'État, qu'ils trouvent auprès des collectivités, n'est-ce pas, lui répondant, parce que nous agissons dans le même domaine, eux au plan national, nous au plan local. Voilà un peu les objectifs qu'il fallait atteindre. Non, je voudrais relativiser parce que l'image qu'il a donnée sur le fonctionnaire qui peut être pris en charge, non, il faut voir l'ensemble des services. Ça veut dire qu'on est dans la déconcentration. Donc, le pouvoir central se dessaisit
Et cela doit être accompagné parce que la réalité, c'est quoi? Dans la décentralisation. Dans les grandes agglomérations. Ne pas confondre des concentrations et des centralisations. Nous sommes plutôt dans la décentralisation. Nous sommes dans la décentralisation. Oui, dans la décentralisation, j'en viens. Mais si nous devons décentraliser, mais il faut bien qu'il a parlé de son propos introductif lorsqu'il a dit qu'il se réjouissait que le président préside la commission sur la décentralisation pour donner un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, les collectivités locales sont mal loties. Il y a même les collectivités locales sont classifiées par zone en fonction de l'importance. Mais là où les Gabonais, tous les services dont les Gabonais ont besoin, mais il faut bien que si on doit les transférer, on doit transférer une partie des pouvoirs du pouvoir central aux collectivités locales, mais il faut aussi faire en sorte que les hommes et les femmes de tous les services, je pense que c'est ce qui doit être recherché par la Commission. Il faut que les hommes et les femmes puissent aussi aller auprès de ces collectivités locales, apporter leur technicité, et il faut que l'État prenne en charge parce que les collectivités locales, dans beaucoup d'endroits, ne peuvent pas supporter. Je suis d'accord que c'est en situation de détachement, c'est la personne auprès de qui vous exercez qui doit faire, mais il faut que l'État soit regardant. Il faut soit que l'État transfère un peu plus, oui. Ou l'État transfère juste en termes de documents, dire que bon, vous êtes maintenant autonome. Non, ce n'est pas juste. C'est pas suffisant. Or, il faut qu'on dise la vérité au Gabonais, ce n'est pas juste. Ce n'est que le transfert à la bouche. Comme on vous transfère désormais, c'est vous qui... Oui, donc il s'agit d'un processus et un processus qui suit son cours. Monsieur Nestor Obiang, oui. Monsieur Félicien Evung parle de transfert également de personnel. Des compétences. Comme on pouvait mettre à la disposition certains fonctionnaires pour les collectivités locales, il faudrait également qu'on regarde ce pan-là, mettre à la disposition des collectivités locales des personnes ressources, des personnes qualifiées et compétentes dans les différents secteurs de compétences qui vont justement être attribués à ces exécutifs. Alors, M. Abourner, je vais vous surprendre. Commençons par le niveau de l'État. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme avait été suspendu. Vous vous rappelez encore qu'il y a pas longtemps, le ministère des Travaux publics avait été suspendu. Tout à fait. Quelles sont les raisons pour une compétence notoire sur le terrain par rapport à la feuille de terrain qu'on leur avait confiée? Uniquement? Il n'y avait pas aussi insuffisance de moyens? Il y avait d'autres raisons que je n'ose pas évoquer si je ne suis pas fonctionnaire dans ce ministère. Mais vous évoquez la question de l'incompétence. Mais parce qu'on leur a donné des missions à assumer. Ils n'ont pas été en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vérifie les budgets qui leur ont été alloués, c'est à eux de venir expliquer les difficultés qu'ils ont connues. S'ils ont eu la moitié, le quart ou les deux tiers du budget pour accomplir les missions qu'on leur avait confiées. Malheureusement, cet aspect-là, je le laisse dans les bons soins du gouvernement. Justement. Ce qu'il nous faut, nous, les collectivités locales, c'est de former nos personnels afin d'être au même niveau standard que ceux de l'État. Et je viens de le dire, très souvent, lorsque les fonctionnaires de l'État viennent à la mairie ou dans une collectivité quelconque, ils ne viennent pas apporter leur savoir. Ils y viennent parce que ça ajoute quelque chose à ce qu'ils gagnent déjà à la fin du mois. Oui, nous l'avons bien compris, M. Nestor Obiang, mais nous pensons quand même que le transfert de compétences, c'est quand même, ce sont des missions spécifiques qui vont leur être attribuées. Il faudrait quand même des hommes pour assurer ces missions. Le transfert de compétences, M. Abourner, lorsque nous l'avons clairement défini, parce qu'il y a déjà un texte sur le transfert des compétences. Nous avons dit compétences sur le plan juridique, c'est-à-dire les textes qui régissent les compétences qu'on va conférer. La mémoire est bonne, on parle de 17 compétences à attribuer aux collectivités locales. Compétences sur le plan financier, parce que si vous alourdissez les charges des collectivités locales, de l'autre côté, il faut leur augmenter, n'est-ce pas, leur capacité d'investissement. Compétences en matière de ressources humaines, c'est-à-dire que l'ingénieur en travaux publics ou l'ingénieur d'habitat qui est là-bas au ministère et qui ne fait rien se tourner les pouces toute la journée, si on le détache auprès d'une collectivité, il doit être en mesure de nous apporter ces connaissances techniques de sorte que cela nous permette d'élaborer notre plan de développement local qui peut s'arriver au plan de développement national. Maintenant, je voudrais chuter. Oui. Les collectivités locales, elles aussi, ont manqué de vigilance. Elles disposent de deux organes. Il y a le Sénat
qui est le représentant des collectivités locales. Mais ils ont en plus une sorte de commission interne qu'on appelle, qui regroupe toutes les collectivités locales et tout. Ça veut dire qu'ils ont là un groupe de pression qui peut lui-même entreprendre des études. L'association des maires. Des maires, voilà. Donc ils ont là un groupe qui a le même poids que le Sénat et qui peut donc amener le Sénat en concertation avec comment vous l'appelez là? L'association des maires. Oui, l'association, à prendre un certain nombre de décisions. Et aujourd'hui, il y a également le comité national de la décentralisation. Non, le comité national de la décentralisation est un organe technique. Si vous regardez sa définition dans la loi sur la décentralisation, c'est un organe technique qui est placé... Il y a le comité il y a les comités techniques, il y a le comité national et il y a les comités départementaux. Très bien. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment vous entendre sur cette question. Vraiment, tous ces éléments-là, en lien avec les compétences qui doivent pouvoir être transférées aux collectivités, de l'État central aux collectivités locales. Est-ce, mais aujourd'hui, l'enjeu même pour les élections locales à venir? Est-ce que aujourd'hui les électeurs devraient envoyer dans les conseils locaux des politiques, mais vraiment qui soient outillés sur ces questions-là? D'abord, vous, M. Félicien. Oui, avant de répondre proprement parler à cette question, non. Le problème ici, ce qui est en train d'être réglé, les commissions techniques dont vous avez fait allusion, qui seront présidées par le chef de l'État. Mais c'est réellement d'asseoir le corpus juridique qu'il faut. Ça veut dire que pour les prochains maires, les prochains présidents d'assemblée départementale, tout ça, si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est un budget, de pouvoir lire, de pouvoir comprendre déjà la loi, non seulement la loi portant disposition commune à toutes les élections, mais la loi sur le transfert des compétences qui va être mise, parce qu'on s'achemine vers une loi qui va transférer tout ça. Et il a parlé même que ce serait une loi organique, donc qui est au-dessus des décrets. Donc à partir de ce moment, les citoyens vont regarder que telle personne n'a jamais pris la parole à un conseil municipal ou à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est utile vraiment d'envoyer cette personne-là alors qu'il ne pourra pas se battre? Parce que la réalité, c'est une très bonne question. Dans beaucoup de conseils municipaux à travers le pays, mais on se retrouve sur des conseillers de 27, il y a une ou deux personnes qui prennent la parole et qui font l'adversité avec les contradicteurs qui sont de l'opposition. Or, il faut se retrouver dans une position où il y a des conseils municipaux. Si vous êtes majoritaire, vous êtes par exemple 16 sur 27, mais vous prouvez que nous avons la majorité et nous avons les compétences qu'il faut. Et c'est nous qui orientons la politique au niveau du département, au niveau de la mairie, du conseil municipal ou départemental. Parce qu'en réalité, c'est cela. Parce qu'il faut qu'un élu départemental ne soit pas celui qui est le plus sociable au quartier, mais ça doit être un élu qui est mieux conscient et qui peut porter les aspirations de tout un quartier. Voilà, parce qu'il faut que le Saint-Mandant. Merci, et ce sera votre mot de la fin, Monsieur Nestor Roubian. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même des profils un peu plus techniques pour pouvoir justement administrer les conseils locaux une fois le transfert des compétences effectifs parmi les élus qui vont être envoyés dans les conseils locaux? D'abord, il faut dire que le transfert des compétences se fera de manière progressive. Ce n'est pas toutes les compétences qui vont être transférées tout de suite. Il y a donc, et si vous avez bien remarqué, on a pris, n'est-ce pas, des prototypes. On a parlé des capitales provinciales, ça veut dire que c'est un test. On va d'abord commencer par là. Si ça marche bien, il y aura une déclinaison vers les départements, les communes et tout. Maintenant, pour revenir à votre question, le vrai problème d'envoyer quand même des personnes. Non, le vrai problème dans tout cela, c'est que si nous parlons de profil pour les élus locaux, nous remettons en cause automatiquement et de facto la loi relative à l'élection des conseils municipaux et départementaux. On a voulu au Gabon que n'importe qui, pourvu qu'il remplisse les critères qui sont prescrits par la loi, puisse être candidat. Ça suppose qu'on n'a pas tenu compte de l'expérience, de l'antériorité administrative ou tout simplement du profil des individus. Alors, du coup, qu'est-ce que ça pose comme problème? Le problème que ça pose, c'est que M. Abourner peut être élu,
Mais M. Abouna est un journaliste, il n'a aucune compétence en matière de collectivité. Qu'est-ce qu'il vous faut faire dans ce cas? Vous avez obtenu légitimement et légalement une élection sur la base d'une loi. Eh bien, vous vous entourez des gens capables. N'allez pas prendre votre cousin au quartier, n'allez pas prendre votre nièce parce qu'elle revient de France, elle n'a pas encore trouvé du boulot. Voilà les agrégats qu'il faut réunir. Et je voudrais chuter en disant, pour la Commission nationale chargée de la décentralisation, j'espère pour elle, en interpellant le président de la République, qu'elle a étudié tous les aspects liés au transfert de compétences. Tous les aspects. Aspect institutionnel, aspect financier, aspect juridique, aspect ressources humaines et infrastructures. Et infrastructures. Ce sera votre mot de la fin parce que le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. Merci, messieurs. C'est une discussion passionnante. Mais programmer notre émission, on va approfondir le débat. Que nous discutions du thème décentralisation, un pas de plus. Et j'étais en compagnie de monsieur Nestor Obiang, analyste politique, fin connaisseur des questions liées à la décentralisation. Et à ses côtés, monsieur Félicien Voum, qu'on ne présente plus, ancien conseiller municipal et analyste politique. C'est déjà la fin de ce plateau spécial, mais gardez l'écoute. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. À très vite.